Bon, bah c'est con. Parce qu'il est plutôt pas mal, Captain Marvel. Mais il s'est passé exactement ce que j'avais prédit, c'est-à-dire que tout le film s'est fait spoiler par le trailer. C'est quand même ballot, enfin, faut être débile. tu fais un film pour montrer l'origin story de ton personnage, pour ensuite pouvoir le faire venir dans Avengers Infinity War, et tu spoil toute l'origin story dans le deuxième trailer, je crois. Enfin, faut quand même être débile, absolument tout. Donc c'est très con. Cela dit, bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans ce vlog où nous parlerons donc du très bon Captain Marvel, réalisé par Hannah Bowden, qui aurait pu être la première réalisatrice du Marvel Cinematic Universe, et une des premières réalisatrices de blockbuster depuis le cas particulier de Patty Jenkins pour Wonder Woman. Sauf que Marvel, ils ont cherché pendant des années à trouver une réalisatrice pour faire leur film avec une super-héroïne, et ben ils ont complètement échoué parce qu'au final, Hannah Bowden est en collaboration avec Ryan Fleck, et je crois qu'ils sont en couple en fait, en général. Donc alors que Marvel cherchait une femme pour gérer sa première super-héroïne, et ben ils se retrouvent avec un couple, donc échec au final sur la recherche d'une réalisatrice pour faire un film. C'est assez ouf d'ailleurs ce problème avec deux réalisatrices. Je crois personnellement, je développais une théorie personnelle, qu'on leur empêche tellement d'avoir accès à ce genre de rôle et de postes super importants, qu'en fait quand elles en ont un, elles ont tellement envie de prouver ce qu'elles peuvent et de prouver que tout ce qu'il y a dans leur tête et toutes leurs capacités, etc., que du coup elles acceptent aucun commentaire de la part des studios qui disent faut modifier ça, faut modifier ce truc-là, etc., et qui leur dit ça pour le marketing, pour vendre à telle communauté, pour que ça marche mieux dans tel marché, etc., et que du coup elles leur disent non à chaque fois parce qu'elles ont envie que ce soit leur film et leur machin, parce qu'elles veulent prouver ce qu'elles peuvent faire, et donc au final ils les virent à chaque fois au bout de quelques semaines parce que elles acceptent pas de moduler ce qu'on leur demande, enfin de faire ce qu'on leur demande, ou d'essayer de trouver un moyen de l'intégrer au film, alors que les mecs, pour trouver du boulot, ils ont plus l'habitude quoi de courber un peu les chines. Je sais pas, c'est une théorie personnelle, c'est peut-être totalement foireux, mais je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, parce que c'est dingue à quel point on n'arrive pas à en mettre une à la tête d'un film, quoi. C'est quand même assez dingue. L'histoire de Captain Marvel se concentre sur Carol Danvers, une jeune femme qui démarre le film dans le monde des Kree, donc une race extraterrestre qu'on connaît déjà avec Guardians of the Galaxy. Il me semblait qu'ils étaient tous bleus avec des lignes noires bizarres sur le visage, mais apparemment non, ils ressemblent à des êtres humains depuis ce film-là. Elle est chez eux depuis 6 ou 7 ans, suite à un accident et à une grosse amnésie, et elle les assiste en faisant partie de leur corps armé qui se bat contre l'espèce des Skrulls, des extraterrestres qu'ils essayent d'éliminer de l'univers parce qu'ils seraient apparemment extrêmement menaçants, notamment parce que, étant des métamorphes, des doppelgangers, des personnes qui peuvent changer d'apparence et prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, ils ont pour habitude de s'infiltrer dans des planètes à des postes extrêmement forts et d'envahir les mondes ensuite en se faisant passer pour d'autres personnes. Donc les Kree les pourchassent dans tout l'univers, et lors d'une émission pour les pourchasser et les retrouver, Carol se fait enlever et est soumise à une machine qui essaye de fouiller ses mémoires, ce qui va donc libérer son passé et lui permettre de découvrir qui elle est en revenant sur Terre également. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez dommage que le film se soit tiré une balle dans le pied avec la bande-annonce, parce que c'est un de leurs meilleurs scripts et un de leurs meilleurs films en règle générale. J'ai vraiment trouvé que le récit était super bon et très bien mis en avant, notamment avec cette question des flashbacks, parce que c'est pas forcément le truc le plus facile du monde à faire, de faire un film qui intègre des flashbacks, et je crois pas avoir vu un film qui le faisait aussi intelligemment. Intégrer le flashback même dans le contexte même du film, pas juste dans le scénario, mais dans le contexte même du film, avec une machine qui est faite pour aller chercher tes souvenirs, et que donc on peut explorer un petit peu, modifier, etc. Enfin, tout un tas de choses qui sont offertes. C'était plutôt pas mal en fait comme façon d'aborder le personnage et le passé du personnage, sans avoir à faire juste une succession de flashbacks sur son passé, quoi, qui aurait été disposé un petit peu n'importe où dans le film. Donc, en fait, rien que dans le début, tu vois l'effort d'écriture véritable qui a été fait dans ce film, et qui fait que véritablement le film est vachement bon. L'histoire est très bien développée, les enchaînements sont excellents, tu vas du point A au point B de la bonne façon. Certains setup payoff sont pas très discrets, mais j'y reviendrai un peu plus loin dans les défauts. Mais sinon, c'est très bien construit, très bien écrit, très bien trouvé, même les dialogues sont bons. Là aussi, il y a quelques défauts habituels de Marvel sur lesquels je reviendrai, notamment sur le côté déconnade et humour qu'ils essaient de rajouter à tous leurs films. On n'est pas dans l'humour qui désamorce l'ampleur des scènes, ils ont à peu près arrêté de faire ça, mais il y a quand même quelques petits défauts sur lesquels je reviendrai un peu plus loin. Mais c'est des petits défauts, quoi, je veux dire, en termes d'écriture, de récit, de dialogue entre les personnages, etc., tout marche super bien, et les personnages sont extrêmement appréciables.
tous, sans aucune exception. Jude Law, je trouve que ça fait quelques films qu'il est un peu en pilotage automatique et qu'il est pas vraiment en train de jouer. Enfin, je sais pas si vous avez vu son Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques, mais je sais pas ce qu'il essayait de jouer dans Les Animaux Fantastiques. Je sais même pas s'il essayait de jouer tout court. Là, pour le coup, je le trouve vachement plus investi, vachement plus, crédible dans son rôle et dans son interprétation. Donc c'est bien, c'est cool qu'il se réveille un petit peu. Et alors celle qui m'a surpris parce que je m'y attendais vraiment pas, c'est Brie Larson, qui du haut de son 1m65 et de ses 40 kilos toute mouillée avec son petit regard un peu, son petit visage jeune et ses cheveux blonds, je pensais pas du tout qu'elle arriverait à devenir une super héroïne. Et au final, elle marche super bien. C'est vraiment le personnage sur lequel j'avais aucun doute pendant tout le film. Elle la joue à la perfection. On savait que c'était une bonne actrice, hein, elle a quand même été oscarisée pour Room, qui était un excellent film. Mais savoir si elle pouvait jouer la grosse dure, c'était quand même moins évident vu son physique de base. Et en fait, elle le joue super bien. Elle a la posture, elle a le regard, elle a les mimiques et les expressions. Enfin, elle est vraiment super bonne. Elle a même elle a un jeu extrêmement subtil. Il y a un moment où on a le fameux caméo de Stan Lee. Alors d'ailleurs, petite anecdote sur Stan Lee. Comme il est mort juste avant que le film sorte, ils ont refait tout le générique du début, vous savez, tout le générique Marvel Studios, où ils montrent tous les super-héros, et en fait, ils ont mis que Stan Lee dans tous les trucs. Ce que j'ai trouvé vachement sympa, et le film est dédié à Stan Lee dès le début du film, ce qui était vachement touchant et très bien fait. Enfin, je trouve qu'ils ont très bien rendu hommage à Stan Lee du coup pour le film. Et donc, dans sa scène caméo, parce qu'il a eu le temps de tourner une scène caméo avant de mourir pour Captain Marvel, il y a une scène où il est dans le métro, si vous avez vu les bandes annonces, dans le métro, et elle le regarde en baissant son journal, et elle lui fait un petit sourire. Et honnêtement, vous regardez le sourire et vous sentez qu'elle lui sourit autant pour dire « Bon d'accord, vous êtes juste un petit vieux normal, je continue, je suis Carol Danvers et je vais continuer dans le train », que pour lui dire « Merci mon vieux d'avoir créé mon personnage, quoi. Je suis Captain Marvel, je suis ta création et merci de m'avoir créé. » Elle a ce petit sourire qui fait les deux choses en même temps. Si ça, c'est pas du talent d'acteur, putain, d'actrice, enfin, c'est quand même assez ouf. Donc vraiment, j'ai été assez bluffé, et même en costume, enfin, je trouvais que le costume rendait un petit peu bizarre sur certaines bandes annonces, mais au final, ben non, elle porte très bien le costume et elle a l'air forte, puissante et elle incarne parfaitement l'image héroïque une fois qu'elle a ce costume-là, quoi. Je vais avoir un petit défaut sur le costume. Je vais dénoncer à partir de maintenant absolument toutes les mauvaises séances 3D que j'ai parce que c'est une catastrophe les séances 3D et je vous encourage tous à aller pourrir les cinémas dans lesquels vous avez des mauvaises séances 3D sur Twitter une fois que vous avez fini votre séance parce que juste aller les prévenir ça va rien faire, ils vont pas augmenter la luminosité, ils vont pas améliorer les trucs. Je me suis tapé une projection avec basse luminosité pendant tout le film. Donc c'était très laborieux de lire les scènes qui étaient en faible luminosité et quand t'as une scène où le personnage est en train de changer les couleurs de sa combinaison mais que tu vois pas les couleurs parce que tout est noir, c'est bleu sombre, rouge sombre, jaune sombre, très bien, je distingue aucun des trois. Merci beaucoup. Donc du coup la scène perd vachement en impact quoi, quand t'arrives pas à voir les couleurs de la combinaison, c'est un petit peu emmerdant. Mais donc en termes de récit, dialogue et personnages, le film est vraiment excellent. Et le film ne pâtit pas non plus au niveau des scènes d'action et du grandiose en général. Et donc quand on parlait de Captain Marvel, ces scènes d'action et de combat sont excellente, très bien filmée, mais la chorégraphie est juste ouf. Les chorégraphies sont originales, bien trouvées, transmettent un sentiment de puissance énorme. Enfin, comment les mecs se font valdinguer, etc. Les réactions au coup et tout sont vraiment ouf. Créatives, rapides, très vite enchaînées. Enfin, c'est très très rythmé. Elle, du coup, est un personnage extrêmement efficace. Enfin, quand elle se bat, les mecs sautent à 10 000 km, donc tu sens la puissance du personnage, vraiment. C'est additionné évidemment à un travail sur les ralentis, souvent pour les actions les plus grandioses et les plus intéressantes, notamment les explosions, et ils arrivent à faire des explosions qui soient pas inintéressantes, parce qu'une explosion, on a vu 36 000 explosions au cinéma, mais ils arrivent à en faire qui sont intéressantes, notamment la plus importante, qui est entièrement filmée au ralenti, et qui a des effets qui sont extrêmement beaux. On la voit au tout début du film, le film commence avec des plans très oniriques, des plans de rêve d'ailleurs, littéralement, où on voit le sol suite à une explosion. Il y a la fumée qui est dans l'air mais à moitié figée parce qu'on est au ralenti, et en même temps t'as l'impression même que la gravité est pas très bonne parce que les cailloux commencent à se soulever et des petits morceaux de terre et de sable, etc. qui commencent à aller à se soulever dans l'air. L'explosion du coup est vraiment belle et esthétique alors que c'est une explosion quoi. Et je dis, des explosions on en a vu quoi dans les films d'action. Ils arrivent à rendre ça vraiment intéressant. Le film a également un très gros spectacle et un grandiose à cause des environnements. Même la planète Hala sur laquelle on reste pas très longtemps, je trouve ça tellement bizarre d'appeler une planète Hala,
Bon bref. Donc c'est pas non plus la ville extraterrestre la plus surprenante qu'on ait vue de notre vie, mais elle a été modélisée sur un énorme panorama où on en voit de très grandes portions, on sait exactement à quoi elle ressemble et les plans sont larges pour nous en montrer le plus possible, même si l'élément est pas ultra important. C'est ça qui travaille du coup le grandiose des plans et de l'événement en fait, enfin de l'environnement. Même quand on est dans des environnements qui sont moins étranges et moins extraterrestres, quand on est sur Terre, par exemple, tout bêtement, ils arrivent quand même à trouver des façons de rendre ça extrêmement grandiose et impressionnant. Les plans sur le désert en grand angle avec cinémascope, enfin généralement ça rend plutôt bien. Et t'as ce plan par exemple qui cumule donc l'effet plan large, cinémascope et le grand angle de la focale qui est utilisée. On a ce plan où Carol sort d'un entrepôt dans lequel il stockait un avion, et vous savez, les entrepôts pour avions, c'est gigantesque, les portes sont énormes. Et là, donc, on est en cinémascope, en grand angle, le personnage est grand comme ça dans le cadre, du haut de 1m65 évidemment, mais elle est grande comme ça dans le cadre. La porte s'ouvre au milieu, et t'arrives pas à voir les murs, t'arrives pas à voir le bord des murs. Et tu te dis, c'est ça qui fait que tu sens le gigantisme, quoi. Tu vois cette porte gigantesque en train de s'ouvrir, et t'arrives même pas à voir les murs tellement le hangar est grand, quoi. Donc il y a un travail du gigantisme qui est assez ouf. Ils essaient aussi de travailler au niveau des environnements, le gigantisme. Il y a une planète qui est assez sympa, c'est une planète qui est enfouie au fond d'une nébuleuse. Ou qui passe à travers une nébuleuse, en tout cas à un moment ou à un autre de sa rotation, et du coup on arrive sur cette planète, et la planète déborde de nuages en fait. C'est comme si son atmosphère débordait autour, sauf que c'est pas ça, c'est que son atmosphère se mélange à la nébuleuse, la poche de gaz qui est dans l'espace. C'est gros quoi, c'est très très gros, ça donne un environnement qui du coup est grandiose et qui est assez majestueux et qui rend extrêmement bien. D'autant qu'il est bien rendu par les effets spéciaux qui sont évidemment ultra travaillés et de très bonne qualité. Même meilleurs que ceux d'Infinity War, je dirais, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu à les refaire vraiment entre le début du film et la sortie, donc ils ont bien eu le temps de finir tous les effets spéciaux et ils ont tous de la gueule. En particulier le rajeunissement de Nick Fury, bien évidemment, qui marche super bien, et qui a également lieu sur Coulson. Je savais pas qu'il y aurait Coulson dans le film, mais c'était cool qu'il l'ait intégré aussi, et lui aussi est rajeuni, et sur lui aussi ça passe super bien. Mais les effets spéciaux en général sont extrêmement bons, tous les environnements, tous les décors, les pouvoirs de Captain Marvel bien évidemment, donc toute cette aura qui sort d'elle et cette énergie qu'elle balance. J'ai beaucoup aimé notamment le passage dans l'intelligence artificielle, parce que c'est un truc qui est très cool dans le monde des Kree, c'est que les Kree sont dirigés par une intelligence artificielle. Tu te connectes à elle et elle t'amène dans une réalité virtuelle pour te parler et pour échanger avec toi, et elle prend l'apparence du coup des personnes à qui tu fais le plus confiance, et ça crée du coup tout un environnement virtuel qui est plutôt joli. Et vers la fin du film, quand on y retourne une dernière fois, il se passe pas mal de choses dans cet événement-là qui bénéficient de très très beaux effets spéciaux qui sont vraiment très cool, et sans ces effets spéciaux un peu barrés, on n'arriverait pas à faire cette scène-là. Donc c'est vraiment très bien foutu et très bien utilisé et intégré dans l'histoire et utilisé pour faire le récit également. J'ai bien aimé un plan qui pour le coup est vraiment uniquement de l'histoire. Carol arrive dans un bar que manifestement elle a fréquenté avant d'être enlevée de la Terre, et elle fait on a un panoramique sur tout le bar, et à différents endroits du bar on a des apparitions du flashback en volume quoi, à l'intérieur de ce décor, pendant que la caméra est en train de faire un panoramique et de nous montrer absolument tout ce qu'il y a dans le décor. Donc on commence à la voir sur une machine d'arcade, ensuite on la voit assise sur une table, ensuite on la voit en train de danser, etc. Et les effets spéciaux sont assez jolis et bien intégrés, et ça fait un plan qui est très joli et qui est avant tout narratif, plus qu'un plan effet spécial. Et puis, bien évidemment, la baston finale transmet beaucoup ce grandiose et cette sensation de démesure du film. On a quand même une femme seule qui se bat contre une armée de vaisseaux. C'est quand même plutôt cool, et au niveau de la démesure, ça le fait, quoi. Maintenant, passons à certains aspects du film qui sont parfois plus ou moins bien gérés. Et je dis pas que les aspects du film sont mauvais, il y a des passages qui sont mieux gérés que d'autres, et c'est sur ça que je vais revenir. Le premier truc sur lequel je vais revenir, justement, c'est ce côté femme. Parce que vous savez qu'ils ont vraiment... C'est un gros pari pour eux, quoi. Ils sont un peu en train de courir derrière Wonder Woman, c'est la seule fois où ils sont en retard sur un autre truc qu'a fait DC, et ils veulent du coup travailler ce côté, notre première super-héroïne, et en plus, un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Je sais toujours pas pourquoi elle s'appelle Captain Marvel d'ailleurs, cela dit. Ils ont beaucoup travaillé ce côté féminin et notre première héroïne. Si vous savez les bandes annonces, les bandes américaines, il y avait un jeu de mots sur make her, donc faites d'elle, a hero, donc une héroïne. Et le her, de make her, de se transformer ensuite en hero. Et donc c'était vraiment l'idée d'avoir la version féminine du héros, l'héroïne, quoi. Donc, et vraiment pour chasser Wonder Woman sur ces terres. Donc du coup, comment est-ce qu'ils ont traité ça, ce côté femme de pouvoir et woman power en général?
Le premier truc, c'est que Carol Danvers est une femme qui, pour se distraire, aime aller se bastonner avec quelqu'un. Un mec si possible, comme ça prouve qu'elle est très puissante et qu'elle est capable de s'opposer à un mec, même juste pour déconner et pour s'amuser. Mais du coup, voilà, c'est le petit truc, c'est le divertissement de cette femme est de se battre. Contrairement à une femme qui ferait de la couture ou la cuisine, etc., etc. Vous voyez le genre de cliché que ça combat. Y a un truc qui me paraît un peu plus inégal par rapport à True Lies. Vous savez que une partie de ce film, Carol débarque sur Terre en se crachant dans un blockbuster. Vous ne savez pas ce qu'est un blockbuster parce que on est français, on n'avait pas ça chez nous. Blockbuster, c'est une chaîne de magasins américaine qui se spécialisait dans la vente de films, et donc il y a une pancarte, un carton promo pour ce qu'on appelle une PLV. Je sais pas si vous savez, mais dans le commerce, ça s'appelle une PLV, les trucs les grandes figures en carton, etc. qu'on met pour décorer et pour vendre. Et comme elle vient d'arriver, elle voit juste cette forme dans le noir, elle tire en pensant que c'est un mec et elle défonce l'affiche de True Lies. Et en fait, l'affiche de True Lies, elle avait pas juste Schwarzenegger sur son truc, elle avait aussi Jamie Lee Curtis juste à côté, parce que c'est le truc du film, c'est que Schwarzenegger est un mec et qu'il fait vivre quelques misères à sa femme Jamie Lee Curtis à cause de son boulot d'espion. Et c'est un film qu'on peut facilement qualifier d'un petit peu misogyne. Moi personnellement, et avant même que tous les mouvements MeToo et etc. commencent et tout le bordel, j'ai vu True Lies et j'ai fait James Cameron a divorcé avant de faire ce film. Il y a un truc, tu sens qu'il essaye de faire passer un message, tu sens qu'il essaye de se débarrasser tout un tas de reproches qu'il a à faire à son ex-femme, je pense, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est vrai que tu regardes le film, tu fais, les femmes ont pas le beau rôle, vraiment, dans ce film-là. Et en même temps, Jamie Lee Curtis est l'élément essentiel de True Lies. Tu retires Jamie Lee Curtis de True Lies, le film n'est rien. C'est ça le truc qui est assez marrant, comme c'est que ça reste James Cameron qui aime bien les femmes de pouvoir, et même quand il les déteste, il peut pas s'empêcher d'en donner du pouvoir. Mais c'est vrai que True Lies, c'est un film particulier. Et donc quand elle tire sur l'affiche de True Lies, elle ne défonce que Schwarzenegger. Et Jamie Lee Curtis, elle, survit à l'attaque de Captain Marvel. Et là, tu fais... ouais, vous allez un peu loin là dans le truc. Là aussi un truc, alors je sais pas si... Je dirais même pas que c'est bon ou mauvais, mais je dirais même pas si ça va trop loin ou pas, je sais pas trop. Les Skrulls, donc, ont la capacité de se transformer en qui ils veulent. Et au début du film, il y a 4 Skrulls masculins qui débarquent sur Terre. Ils se retournent et ils voient 4 surfeuses sur le bord de la plage. Et les 4 mâles Skrulls deviennent 4 femelles humaines. Et je vais pas dire que c'est vraiment intentionnel, parce que beaucoup de films qui sont basés sur des métamorphes et des personnages qui peuvent changer d'apparence vont faire ça, vont faire prendre à une personne d'un genre, le genre opposé. Mais là, comme il y a tout ce travail général sur le pouvoir de la femme, etc., t'as un peu cette impression qu'il y a aussi un petit message pro-trans en général, quoi. Donc, ce qui est ni bien ni mal, et ça s'additionne du coup naturellement au côté femme de pouvoir, puisque le mec n'a aucun souci à se transformer en femme et considère pas que ça rabaisse ses pouvoirs de femme. Ce qui a dû se faire quand même dans pas mal de films aussi où il y avait des transformations d'homme à femme ou de femme à homme. Mais voilà, je sais pas exactement si je dirais que c'est bien ou mal ce truc-là, c'est juste j'ai remarqué ça par rapport au traitement de la femme de pouvoir. Y a un moment où elle croise un biker et évidemment le biker est un gros lourd qui va la draguer de façon extrêmement désagréable, avec genre ouais tu pourrais sourire quand même, machin chose. Limite il lui dit pas mal baiser. Et du coup voilà, c'est le comportement de masculinité toxique habituel. Mais bon, il y en a pas beaucoup. Cela dit, ça s'additionne à un deuxième truc par rapport à Fury et son chef, Nick Fury. À un moment, et donc ils autopsient un Skrull, parce que c'est le premier extraterrestre qu'ils voient de leur vie, donc évidemment ils font une autopsie, et ils ont fait une autopsie, ils ont parlé de tout un tas de trucs, et à un moment t'as Nick Fury et son patron qui se regardent, ils se tournent vers le Skrull, et là, on soulève le drap pour regarder quelle est la taille de sa bite, à quoi ressemble sa bite, pour savoir si c'est un mec comme nous, etc., ou est-ce qu'il est une plus grosse que nous ou pas, etc., etc. Donc c'est... Voilà, dans le genre, les femmes se moquent un peu des mecs, c'est bien, d'un autre côté, elles ont tout à fait raison, j'aurais fait ça aussi. Là où j'ai trouvé vraiment que le film allait beaucoup trop loin sur une des répliques, où je trouvais que c'était vraiment trop exagéré, il y a un mec qui la regarde pour lui dire qu'elle sera jamais douée, elle sera jamais une grande pilote, etc., etc., et il lui dit « Tu sais pourquoi ça s'appelle un cockpit, hein ?» Alors, c'est un jeu de mots, donc si vous avez du mal avec l'anglais, cock, ça veut dire une bite, et là je trouve que ça va un petit peu trop loin. Le côté l'armée de l'air, c'est pour les mecs, parce que le truc ça s'appelle le truc de ta bite, quoi, donc... là ça va un petit peu trop loin, mais bon. Un autre truc qui allait peut-être un tout petit peu trop loin, mais qui n'est pas désagréable, c'est il y a une petite fille et sa mère qui sont à un moment dans le film. La mère dit à sa fille de se cacher,
Je vais pas aller trop loin. La mère dit à sa fille de se cacher, et sa fille lui répond « Mais enfin maman, quel exemple tu donnes à ta fille ?» Genre, sous-entendu, faut pousser vos filles à se rebeller, faut pas les considérer comme des petites choses fragiles à protéger, faut les entretenir à pouvoir affronter les choses, etc. C'est plutôt un bon message, mais c'est pas très subtil dans la façon de le vendre. Et enfin, le dernier plan qui travaille là-dessus, j'arrive pas à savoir si c'est un plagiat total de Wonder Woman. Vous savez qu'il y avait ce plan qui était magnifique dans Wonder Woman, ce plan absolument iconique où elle arrive sur le No Man's Land, elle sort de la tranchée, elle est bien droite, la tête haute, vers le No Man's Land, et il y a les balles qui fusent partout à côté d'elle, et elle avance au ralenti au milieu de ce truc. Le plan est magnifique, c'est juste un des plus beaux plans qui a été fait dans un film de super-héros. Il me donne encore la chair de poule quand j'en parle maintenant, et je viens d'enregistrer ce vlog pour la 2e fois, donc j'en ai parlé il y a à peine 1 heure, et j'ai la chair de poule à chaque fois que j'en parle de ce plan, il est magnifique, putain de merde. Et donc du coup, oula, gros postillon. Et donc du coup, ils ont voulu essayer de faire à peu près la même chose dans ce film-là, avec une scène où le personnage de Carol se relève. Et on pourrait lire ça comme le héros se relève, le personnage se relève, mais c'est littéralement la femme se relève de tous les moments où on a essayé de la foutre à terre, quoi. Tu le sens, enfin, il y a pas qu'un plan, il y en a plusieurs, donc c'est vraiment un travail, et c'est à chaque fois une femme, une fille que tu vois se relever. Donc ça peut être pris pour le spectateur dans n'importe quel sens. Tu peux le prendre comme étant juste le héros ou spécifiquement comme étant la femme qui se relève. Mais je pense qu'ils l'ont plutôt fait pour le côté la femme qui se relève. Ce qui n'est pas un mal, c'est juste que ça me paraît pas subtil. Autre petit truc, dans le côté pas très subtil au niveau du pouvoir des femmes, Carol Danvers a grosso modo trouvé le nom des Avengers. C'est plus subtil que ça dans la façon que ça a de se concrétiser, mais grosso modo, elle a trouvé le nom des Avengers. Donc grosso modo, elle a créé les Avengers. Ça suffit pas que ce soit le personnage le plus puissant du truc, faut en plus qu'elle ait créé les Avengers depuis le début. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est un tout petit truc là où je trouve qu'ils vont un tout petit peu trop loin par rapport à ce thème des femmes de pouvoir. Deuxième thème abordé dans le film, sur lequel je vais revenir en disant ce qui est bien fait et ce qui est moins bien fait, les années 90. Comme vous le savez, depuis les Gardiens de la Galaxie, on est dans un énorme revival nostalgique qui a commencé avec eux et qui se poursuit dans tout un tas de films, dans tout un tas de séries comme Stranger Things qui explore les années 80, etc. On va avoir un Wonder Woman 80 justement, ou 88, un truc dans ce genre-là, qui va sortir dans peu de temps. Et donc là, en fait, le film se déroule dans les années 90. Donc il y a une référence au tout début du film à Blockbuster Video. Donc comme je vous l'ai dit, une chaîne à la base de vente de films, l'équivalent grosso modo d'une Fnac, si Fnac vendait pas tout un tas de biens en plus de films. Donc quand on montre un, tu fais déjà une allusion à ces chaînes de magasins qui n'existent plus aujourd'hui. Je sais pas si j'ai précisé ça, mais c'est ça, le Blockbuster n'existe plus aujourd'hui. Donc quand tu mets un Blockbuster dans un film, ça évoque les années 90 parce qu'après il n'y en a plus. C'est-à-dire ils ont pas fermé il y a si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'effectivement ça fait plus que les années 90 qu'autre chose. Donc t'en mets un, c'est suffisant. Ils en ont mis deux. Parce que juste à côté du Blockbuster, il y a un Radio Shack. Les Radio Shack, ils sont en train de fermer en ce moment même. C'est l'équivalent de Darty, en gros, chez nous. C'est électroménager, hi-fi, truc dans ce genre-là. Ça a existé pendant des années et c'est en train de fermer en ce moment. Je crois qu'en ce moment, il reste 3-4 magasins sur tout le territoire des États-Unis et ils sont en train de fermer. C'était pas nécessaire. Un Blockbuster, ça suffit. Un Radio Shack à côté, c'est un petit peu exagéré tout de même. Le côté pager, c'est un petit peu obligatoire parce qu'ils l'ont introduit dans Avengers Infinity War. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont mis un pager dans Infinity War et donc ils étaient obligés de mettre dans les années 90 le Captain Marvel, ou est-ce qu'ils savaient qu'ils mettraient leur Captain Marvel dans les années 90 et donc c'est pour ça qu'ils ont mis un pager à la fin d'Infinity War. Mais il y a donc comme ça tout un tas de jeux sur la technologie de l'époque qui trouve son climax et son inutilité dans le moment où ils sont en train de charger un CD sur un ordi. Ils démarrent le fichier son sur l'ordinateur et ils sont tous, pendant 1 minute, en train d'attendre la fin du logo de chargement sur l'ordinateur. Ce qui sert de sketch, du coup, au film. Le seul truc, c'est sympa, hein, mais jamais un ordinateur n'a mis 1 minute à charger du son. Le son, étonnamment, c'est un truc qui me surprend toujours parce que je trouve ça ultra complexe le son, mais le son, étonnamment, est un des trucs les plus simples à gérer pour un ordinateur. Et ça fait des années qu'on sait gérer du son sur l'ordinateur, et donc non, il n'y a pas besoin d'1 minute pour démarrer un fichier son sur un ordinateur des années 90. Je le sais, j'avais un ordinateur des années 90 avec Windows 95, je peux vous jurer qu'il n'y avait pas besoin d'1 minute pour lancer un CD audio avec Windows 95. Donc, c'est gentillet, hein, mais ça va un petit peu trop loin. Et c'est là que je dis que les années 90 sont parfois un petit peu mal gérées, c'est que ça va un petit peu trop loin pour certaines blagues. Vite fait, ils font aussi une petite allusion au Prince de Bel-Air, dans un truc, mais c'est pas un gros truc, c'est juste pour dire qu'ils en parlent. Là où je vais avoir un petit reproche sur le côté entretien nostalgique des années 90, c'est la musique. Parce que ce côté années 90 déborde sur la musique, exactement comme c'était le cas dans Guardians of the Galaxy, mais dans Guardians of the Galaxy, il y avait l'excuse et le prétexte que Star-Lord adore la musique, adore écouter ses compiles sur sa cassette,
Et donc, naturellement, ça amène à faire en sorte que la bande-son du film ressemble à ce qu'il écoute. Là, pour le coup, t'as pas d'excuse pour que la bande-son du film ressemble à ce qu'écoute le personnage de Carol. D'ailleurs, elle-même n'a pas vécu les années 90, donc mettre de la musique des années 90, c'est bizarre parce qu'elle la connaît pas, en fait. Et c'est là que je trouve que ça va un petit peu trop loin dans certaines scènes et que c'est un petit peu beaucoup. Il y a des scènes de baston notamment qui sont gérées avec de la musique des années 90, un peu rock punk. Il y a aussi ce côté travail du pouvoir de la femme avec le fait que ce soit des femmes chanteuses de groupes de rock et rock punk, mais enfin, ça n'a pas de raison d'être là dans le film. Et il y a aussi un moment où il l'utilise dans une scène avec l'intelligence artificielle. Et là, je trouvais même que ça gâchait la scène de l'intelligence artificielle. Je trouvais que c'était pas du tout crédible, pas du tout logique et que ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, c'est au niveau de la musique que je trouve que les années 90 sont le moins justifiées à l'intérieur du film. Et enfin, le dernier petit point sur lequel je voulais revenir, c'est le côté humour Marvel et le côté un peu cool et relax, qui là vraiment fait souvent inséré comme un prétexte. Pour commencer, le chat. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un chat dans ce film. Le chat n'est intégré que pour permettre d'avoir un payoff vers la fin du film. Mais alors, la façon d'intégrer le chat est la pire façon possible. Parce que les personnages, à beaucoup de moments, sont juste en ville, dans une ville normale, où il y a des résidences pas loin, enfin, un centre urbain normal, quoi, où il y a des habitations, etc. dans le coin. Mais c'est pas là qu'il rencontre le chat, il le croise où? Il le croise dans la base secret défense ultime top secret où t'as besoin de présenter patte blanche avant de rentrer, il y a que Nick Fury avec son code de sécurité niveau 35 000 qui arrive à rentrer à l'intérieur du truc, et ça les surprend pas de se dire tiens, il y a un chat ici. Bah oui, évidemment, c'est sur une base ultra top secrète, les mecs viennent bosser avec leur chien ou leur chat tranquillement, et puis les laissent partir dans le couloir, et puis quand tu t'en vas, tu peux l'amener avec toi. C'est un petit peu pas crédible du tout, et tu sens que c'est uniquement là pour permettre d'avoir les scènes ridicules où tu as Nick Fury qui est tout gaga devant le chat. Parce que Nick Fury, qu'on connaît depuis le début comme un gros dur avec son cache sur l'œil, etc. D'un seul coup, il est oui, le petit chat, le petit machin, il est tout mignon, il est machin, et voilà. Et c'est ça la blague. C'est bizarrement intégré. C'est bizarrement foutu dans le truc. Le chat sert à d'autres choses. Il y a d'autres trucs qui viennent autour du chat, mais la façon d'intégrer était vraiment bizarrement foutue et pas la plus utile ou intelligente. Autre truc avec Fury, justement, et à nouveau avec cette question de setup payoff. C'est bizarre, ils essayent de mettre en place plein de trucs par rapport à des blagues dans ce film, c'est assez étonnant. Il y a toute une scène où il est en train de discuter avec Carol de comment est-ce que les gens l'appellent. Parce qu'elle apprend son nom complet, et donc il parle de comment est-ce que les gens t'appellent, etc. Il dit on ne m'appelle que Fury, alors que c'est pas vrai, on l'a vu dans plein de films Avengers se faire appeler Nick Fury de façon générale. Et en fait, le truc c'est que ils essayent donc de faire ça, d'en faire quelque chose de drôle, mais contrairement au chat, à ce moment-là, la salle n'a pas du tout rigolé. Et c'est ça le truc qui fait que certains de ces trucs tombent un peu à plat, c'est parce qu'ils sont en train de faire des blagues, et parfois pour faire un setup payoff sur un truc important, et en fait tu rigoles pas trop parce que tu comprends même pas ce que la blague vient foutre là en fait. Et tout le jeu donc sur le nom de famille de Fury, tu fais que les personnes l'appellent différemment, enfin pourquoi comment. Donc voilà, c'est vraiment très bizarrement foutu comme truc, et c'est juste pour faire un setup payoff par rapport à par rapport à autre chose. Je vais pas vous dire quoi si vous avez pas vu le film, mais c'est un setup payoff par rapport à un événement qui va se produire un peu plus loin dans le film. Et un autre moment qui fonctionne un peu comme ça, mais pas en setup payoff pour le coup, c'est qu'il y a toute une discussion assez conne qui a lieu entre Nick Fury et d'autres personnages et un Skrull. Parce que donc les Skrulls peuvent changer d'apparence et se transformer un peu en tout et n'importe quoi, et la question c'est en quoi tu peux te transformer, et et si je te demande de te transformer en ça, est-ce que tu arrives à le faire, etc. Et en fait c'est pas très drôle. Ils essayent de ramener ça de Avengers, l'âge d'Ultron. Vous savez, c'est toute la scène qui était géniale, où ils étaient tous en train d'essayer de se lancer un défi pour savoir qui arriverait à lever le marteau de Thor pendant la soirée, vous savez, juste avant qu'il se fasse attaquer. Et c'est un peu ce truc-là qu'ils ont essayé d'intégrer dans le truc. Et vous savez, il y avait des moments où t'avais c'était Banner qui disait et alors si tu mets le marteau dans un ascenseur, est-ce que l'ascenseur arrive à monter ou est-ce que le marteau maintient l'ascenseur au fond, etc. Ce genre de petites remises en question et de jeux sur les principes d'un comics et d'un univers un peu fantasque. Et ils essayent du coup de nous faire rire là-dessus. Et ça marche pas. Enfin, ce qu'ils proposent au mec est pas très intéressant. Surtout qu'il n'y a pas de transformation au final, donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de payoff à cette scène-là. Et justement, il n'y a pas de payoff tout court à cette scène, donc je la trouve pas très intéressante et un peu nulle. Ça fait donc juste des petits défauts à certains endroits précis du film,
Et c'est ça qui m'ennuie vraiment, puisque si on peut y arriver en conclusion là-dessus, je pense que si je m'étais pas fait spoiler tout l'intérêt du film, c'est-à-dire l'origin story de Carol Danvers dans les bandes annonces, j'aurais considéré ça comme étant un des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. C'est bien écrit, c'est bien joué, il y a des idées intéressantes, c'est très bien réalisé, il y a un sentiment de grandiose qui est exactement ce qui me manquait dans les films des frères Rousseau par exemple et dans le Avengers Infinity War, il me manquait le grand angle, les plans gigantesques, les grands panoramas, les trucs dans ce genre-là. Et ouais, si j'avais pas, si j'étais pas, enfin, si j'avais pas déjà toutes les réponses que je devrais attendre du film, j'aurais sans doute beaucoup plus apprécié ma séance. Là, pour le coup, je savais exactement sur quoi j'allais tomber. Je vous avais dit, typiquement dans ma vidéo à venir en 2019, je vous avais dit, on va découvrir exactement comment tout ça est mis en place et qu'est-ce qui arrive avant l'autre, etc. Mais l'histoire elle-même, elle est déjà révélée dans la bande-annonce. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le film, vous pouvez directement aller voir l'âge d'Ultron, pas l'âge d'Ultron, Endgame, Avengers Endgame, quand il va sortir et qu'elle va être intégrée dedans. Un gros faux pas de la part de Marvel, par rapport à la bande-annonce, par rapport au film lui-même. Je dois dire que je vous encouragerais à aller voir Captain Marvel. Je considère que c'est un des meilleurs films qu'ils aient fait dans ce MCU. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis sur cette première héroïne du Marvel Cinematic Universe. Je vous encourage à aller voir le film, et je trouve que le film est plutôt bien fait. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!